C'est Draven. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année et que vous allez bien. Je vous reviens pour vous faire part de la passion que j'ai pour ce grand manga qu'est Dragon Ball à travers mon regard de fan absolu et la perception que j'ai pu tirer de ce fabuleux shonen. Dragon Ball, pour moi, c'est un appel idyllique à l'aventure, reprenant beaucoup d'éléments du mythe chinois de Sun Wukong, rien que le nom du héros Son Goku, il fait référence à un jeune garçon avec une queue de singe vivant des aventures rocambolesques, avec quelques pointes d'humour à la sauce nippone et mélangeant avec panache la culture populaire des années 80-90. Il faut dire que son auteur, Akira Toriyama, ne s'est jamais vraiment caché de ses influences. De Superman à Jackie Chan, il n'y a qu'un pas. Sans le savoir, ses influences allaient faire de lui et de son œuvre deux grands noms du manga et de l'animation reconnus à travers le monde entier. Tout le monde connaît Dragon Ball, ne serait-ce même que de nom. Mais là où Dragon Ball excelle, c'est dans son univers fantasmagorique, s'étoffant au fur et à mesure que Goku vieillit et que le trait de Toriyama s'améliore. Qui plus est, la première partie du manga, se concentrant sur une quête somme toute classique, un récit initiatique où un Sangoku enfant aidé de Bulma part à la recherche de 7 boules de cristal capables d'exaucer n'importe quel vœu et ponctuées de péripéties. Combat avec des valeurs martiales tout en restant dans une certaine mesure à une échelle humaine, malgré des techniques farfelues comme le Kamehameha ou bien la morsure du soleil. Cela est grandement appuyé par des méchants qui sont au début plutôt insignifiants comme Pilaf, un petit nabo qui sera très vite mis hors course par le talent martial du petit Sangoku, mais monte d'acran à chaque nouvel arc, venant agrandir le lore, abreuvant alors le récit par des méchants toujours plus puissants, comme le général Blue, premier adversaire tenace que rencontre Sangoku. Mais ce n'est rien en comparaison de Tao Pai Pai, tueur à gages froid qui affligera la toute première défaite de notre jeune Saiyan. Mais même lui deviendra dépassé face au démon Piccolo, menace extraterrestre venue d'une planète lointaine, afin d'apporter la destruction sur Terre. Dragon Ball gagne énormément en développement de personnages grâce à l'imagination débordante de son auteur, constituant alors une véritable galerie de personnages loufoques, complètement barrés, cassant par moments le sérieux de l'histoire, apportant une touche de légèreté bienvenue dans cette fiction japonaise. Pour en citer quelques-uns, nous avons par exemple Tortue Géniale, un véritable maître en arts martiaux, sensei de Goku et Krillin, mais obsédé par les femmes et le sexe. Bulma, jeune femme aux cheveux bleus, colérique, pestant régulièrement sur les situations périlleuses qu'elle vit aux côtés de Son Goku, et voue un véritable culte envers sa jeunesse, dotée d'une grande intelligence. Et pour finir, Krillin, rival de notre protagoniste, moine Shaolin n'ayant pas de nez et étant bien moins doué dans le combat que notre protagoniste, subissant de cuisantes défaites, toujours avec une débilité déconcertante, comme lorsqu'il est confronté à Tambourine, mais rendu dramatique par l'amitié que lui voue Son Goku, une amitié presque naïve. Et chose amusante, dans le descriptif que je vous ai fait, vous remarquerez que hormis Son Goku, qui est blanc de péché, tous les autres ont des défauts, des vices, qui sont là pour augmenter le capital humoristique de l'œuvre, ce qui est fort sympathique. Mais là où Dragon Ball gagne en maturité, c'est avec sa deuxième partie renommée pour l'occasion pour son adaptation animée, Dragon Ball Z. On retrouve alors un Sangoku devenu adulte, s'étant accompli en tant qu'homme, de par sa vie de famille et par l'intermédiaire de sa femme Shishi, qu'il a rencontrée précédemment dans la première partie du manga, qu'il a épousée, et son fils Son Gohan, portant le nom de son grand-père qui l'a élevé. Mais on bascule dans des thématiques qui se veulent beaucoup plus réfléchies, beaucoup plus matures dans cette deuxième partie. Ne serait-ce que l'intitulé de base, Dragon Ball Z, s'ouvre sur Raditz, débarquant sur Terre, qui est le frère de Son Goku et qui lui apprend ses origines. Il est issu d'un peuple de guerriers employé par un tyran galactique qui détruit des planètes à tour de bras. Donc, c'est dire le sérieux de l'histoire. Ça ne laisse pas beaucoup de place à la rigolade. Et que dire des méchants, tous plus charismatiques les uns que les autres. Comme je vous l'ai dit, ce gain de maturité, on le retrouve également dans les combats en jeu, puisqu'on n'est plus sur une échelle humaine, mais dialectique, stratosphérique. Concernant les méchants, ils sont juste mieux écrits pour moi. Prenons le personnage de Vegeta, qui nous est d'abord présenté comme un guerrier d'élite du même peuple que Son Goku. Il se voit supérieur à son opposant, se fourvoyant bien souvent
souvent sur sa condition et son statut de prince des Saiyans, une constante de ce personnage au fil des arcs. Il va se voir épargné par celui qu'il haït dans un premier temps, avant de devenir son meilleur ami. Cependant, Toriyama fait évoluer cet antagoniste et son cœur de pierre étape par étape, par petites touches, où la bascule de l'anti-héros se fait durant l'arc Freezer, mais j'y reviendrai. Et là, on va parler donc du méchant ultime pour moi, la personne de Freezer, tyran galactique génocidant des peuples afin de détruire ou vendre des planètes pour sa seule envie de plaisir personnel, du pur sadisme. Ce méchant là soulève une thématique centrale dans sa de Dragon Ball, l'héritage et la fierté de ses origines, représentés par Sangoku et Vegeta, seul survivant du peuple Saiyan. Vegeta représente la rancœur, la haine envers son bourreau, mais ne parvenant pas à en venir à bout, se soumettant à lui. Même lorsqu'il tente d'y faire face, il se fait soumettre physiquement par Freezer, ce qui le fait pleurer. Quant à Sangoku, il est le cœur pur, figure du calme et de la tempête, venu honorer son peuple déchu, tel l'élu d'une ancienne prophétie évoquant un guerrier au cœur pur venant terrasser le tyran extraterrestre. Ce combat sera le déclencheur de l'éveil de Sangoku en super guerrier, en super saiyan, par la colère provoquée par la cruauté de Freezer lorsqu'il explosa Krillin, alors affaibli. Le combat servant d'exutoire pour toute la colère que porte Goku sur ses épaules, toute la colère des peuples que Freezer a tués, que ce soit les Namek, les Saiyans et bien d'autres encore, appliquant l'implacable justice envers Freezer. Chose montrant encore la bonté de Son Goku, il laissera une chance au démon du froid de se racheter, chance qu'il bousilla en voulant prendre notre héros au dépourvu. Freezer se faisant alors non seulement rattrapé par sa propre lâcheté, mais aussi par sa propre peur qu'il n'a pas réussi à dominer et qui causa sa perte. L'héritage est une notion importante au sein de Dragon Ball, et l'abnégation aussi. Dans cet arc Freezer, on y voit donc finalement à Sangoku s'élevant en surhomme par le fruit de son travail, et se confrontant donc à un empire qui ne domine que par la terreur et l'attaque envers les plus faibles que lui. Donc Sangoku s'est élevé au-dessus d'un tribalisme primaire, duquel Vegeta n'a pas réussi à sortir, de par son entraînement, ce qui lui permet de réussir à toucher du bout des doigts l'universel, représenté par le Super Saiyan, le Super Guerrier, afin que Freezer puisse manger ses dents. Là, je vous ai parlé de Sangoku, Vegeta, Freezer, mais les autres personnages sont très intéressants aussi. Par exemple, dans l'arc Saiyan, la relation Son-Gohan-Piccolo est juste fantastique, car c'est génialement écrit. Parce que Toriyama, là où il est malin, c'est qu'il nous présente un entraînement nous montrant Piccolo formant Gohan à l'art du combat, mais faisant aussi office de figure d'oncle, figure presque familière même à Son Gohan, pour qu'il puisse lui servir de sorte de refuge au cas où il est désemparé. Et l'entraînement de Piccolo est très intéressant parce que on nous présente Son Gohan qui est à la base un petit enfant peureux, craintif, en tant qu'un grand guerrier étant largué en pleine nature, comprenant alors la difficulté de ce que c'est de se battre, et poussant ses propres limites jusqu'au bout pour en faire un fantastique combattant. Et du coup, l'enseignement qu'il a acquis par les rudiments que Piccolo lui a inculqués par la dureté de la nature vont être mis à rude épreuve dans cet arc-là. Et en plus, cette relation de confiance mutuelle qui s'établit entre Son Gohan et Piccolo sert le scénario, sans jamais oublier que aux yeux des lecteurs, faut que Son Gohan reste figure d'un enfant, malgré sa grandeur de combattant. Car il faut le dire, il faut que le lecteur puisse s'identifier, parce qu'à la base, le shonen, c'est une bande dessinée pour jeunes garçons. Mais ça n'empêche pas de faire des thématiques adultes, matures, afin d'inculquer des valeurs. Ce n'est pas incompatible, parce que ce genre-là est réservé uniquement pour des jeunes. Un autre truc qui est extrêmement prépondérant dans Dragon Ball, c'est la notion de la filiation père-fils, qui vient prendre racine dans l'arc qui suit après l'arc Freezer, donc l'arc Cyborg, l'arc Cell. Car pour essayer de vous simplifier la chose, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a un guerrier du futur qui débarque, qui se nomme Trunks, qui est le fruit de l'union de Vegeta et de Bulma, sauf que lui, dans sa timeline, Sangoku il est mort d'une maladie de cœur et tous les autres Z-Warriors se sont fait exterminer par une forme d'intelligence artificielle. Nul doute que cet arc est énormément inspiré de Terminator. Et donc lui, il revient dans le passé pour sauver Sangoku et ses amis. Et ce qui est extrêmement intéressant dans cet arc, malgré la simplicité, on va dire, des objectifs des méchants qui sont juste d'exterminer les Z-Warriors, notre groupe de héros, et le reste de l'humanité, c'est que ces antagonistes
que ça soit de base C17, C18, Dr Gero, Cell, ils sont l'antithèse de nos héros. Parce que dans Dragon Ball, lors des combats, les personnages ressentent le ki de leur adversaire. Et bah les cyborgs, ils ne ressentent pas le ki, ils n'ont pas besoin de ki pour lancer les techniques, pour voler, ou etc. Ils sont conçus en prenant les avantages sans les inconvénients de nos héros. Et ce qui représente à merveille ce que je viens d'énoncer, c'est Cell, qui est en fait la forme de vie parfaite, hein, qui a tous les avantages de nos guerriers sans en avoir les défauts. Mais là où je reviens, c'est que la filiation père-fils s'établit alors entre Trunks et Vegeta, mais aussi entre Son Goku et Son Gohan, qui vont subir un entraînement à la dure afin de se préparer à cette menace imminente de l'extinction de l'humanité. Et en fait, il y a presque une rivalité entre ces deux duos, qui est assez implicite, mais où Toriyama essaye de nous faire comprendre, à travers la violence des combats et la dureté de l'entraînement, lequel des deux groupes familiales va exterminer les cyborgs, lequel va le plus progresser que l'autre. Bon, évidemment, il s'avère que c'est le fils de Sangoku. Sangoku qui a donc évolué, qui n'est plus le petit enfant qu'on a connu précédemment, va apporter toute sa sagesse, tout son savoir, comme a pu le faire Piccolo dans l'arc Saiyan, à Son Gohan, afin qu'il puisse dépasser ses limites et faire face à Cell, étant motivé par le discours de son père, et lui disant que c'est lui qui doit reprendre le flambeau, devenir le nouveau protecteur de la Terre. C'est ce que Toriyama a essayé de nous transmettre durant tout le long de l'arc Cell concernant le personnage de Son Gohan, ce qui est juste magnifique et ce qui permet de prendre confiance lorsqu'on est adolescent en soi. Parce qu'en fait, Son Gohan, c'est un personnage qui n'est pas un combattant de base, qui a des craquelures physiques et mentales malgré sa gentillesse et qui fait tout pour les gommer, pour honorer la mémoire de son père et sa famille finalement. Et la scène ultime que tout le monde connaît et qui est iconique, c'est le Kamehameha père-fils qui symbolise toute cette thématique de la filiation que je vous ai expliqué. Et Vegeta et Trunks ne sont pas en reste, puisque Vegeta viendra porter main forte à Son Gohan suite au fait que Trunks soit mis HS par Cell. Et dans cette filiation, donc, on comprend aisément que Goku et Vegeta servent à leur fils en guise de sages transmettant leur savoir. Et c'est là que Dragon Ball est très complexe par sa simplicité, ce qui en fait une œuvre fortement intéressante. Puis il y a autre chose de très prépondérant dans Dragon Ball, c'est la figure du mal qui s'accentue de plus en plus à chaque fois. Prenant cette dimension galactique, comme je vous l'ai dit précédemment. Et le dernier arc de Dragon Ball représente bien ça, l'arc Boo. Cet arc se passe plusieurs années après le combat contre Cell et voit débarquer plusieurs méchants dans un premier temps, Babidi et Dabra, qui sont des sortes d'extraterrestres cherchant à aspirer le maximum d'énergie de grands guerriers pour réveiller le mal ultime à l'état pur, Boo. Il y a beaucoup de choses à dire sur cet arc qui est extrêmement riche. Non seulement on retrouve ce côté humoristique des premiers tomes, des premières aventures de Son Goku quand il était enfant, de par le méchant qui est Boo, parce que c'est un gros chewing-gum rose qui a plusieurs transformations, qui nargue ses adversaires, jusqu'à aboutir à sa forme finale où il est petit et assez fin. Il y a aussi le côté destructeur de Boo qui est très semblable à celui de Freezer, dans cette idée de vouloir détruire le maximum de planètes. On a aussi également l'évolution de Son Gohan qui nous est vendu comme un protagoniste dans un premier temps, ce qui faisait écho à l'arc Cell, mais où il suit un peu le même chemin de vie que Son Goku concernant sa condition d'homme, c'est-à-dire tomber éperdument amoureux d'une femme et se voir avec, ayant du mal à comprendre les filles par moments, chose qui est assez amusante. Et il devient donc aussi le protecteur de sa famille, l'homme de la maison. Car non seulement maintenant il doit protéger sa mère Chichi, son petit frère Sangoten, et en plus sa copine. Et c'est là d'où vient toute sa force. Mais Toriyama a préféré faire le choix de remettre Sangoku sur le devant de la scène et Vegeta également, au détriment de la nouvelle génération de guerriers que sont Son Gohan, Son Goten et Trunks. Un choix assez audacieux car par ce simple changement scénaristique, finalement on retourne aux sources. Toriyama fait aussi le choix intéressant de donner dans cet arc-là son moment de gloire à tous les personnages ponctuant le récit. C'est-à-dire que par exemple Son Goten et Trunks, donc les
la nouvelle génération de guerriers se voit apprendre la technique de la fusion grâce à l'enseignement de Piccolo, qui sert une nouvelle fois de figure d'autorité, de figure familiale, pour servir le scénario. Ou bien le personnage de Vegeta qui nous fait son arc de rédemption une nouvelle fois, du fait qu'il repasse du côté des méchants se faisant manipuler volontairement par Babidi pour faire une confrontation Vegeta-Son-Goku avec toute l'amertume qui le caractérise, avant de se sacrifier de manière larmoyante et de revenir en tant que héros pour prêter main forte à Son-Goku. Il y a aussi donc le personnage de Videl qui apprend à voler, à maîtriser son ki grâce à Sangohan. Donc, comme Chichi ou C18, nous avons aussi dans cet arc-là une figure de femme forte, débrouillarde. Et je suis obligé de mentionner aussi Hercule Satan, le célèbre champion du monde qui a usurpé ce titre en ayant prétendument vaincu Cell et étant perçu par les humains comme un véritable héros, une sorte de surhomme, ce qui n'est pas le cas, va se voir aider Sangoku dans sa lutte contre Boo, devenant dans un premier temps ami avec la forme Gros Boo, puis faisant un discours poussant l'humanité à fournir l'énergie suffisante à Sangoku pour qu'il balance sa technique suprême, le Genkinaba, pour vaincre Boo pur, afin de l'exterminer une bonne fois pour toutes, pour qu'il puisse renaître en une personne bonne. Ce qui prouve une nouvelle fois la bonté de Sangoku, qu'on avait déjà vu auparavant, que ce soit dans l'arc Freezer, l'arc Cell ou même l'arc Saiyan, puisqu'il épargne Vegeta. Donc malgré tout ce qu'on peut en dire, tous les reproches qu'on peut faire à cet arc-book, car il faut savoir que cet arc divise pas mal la communauté Dragon Ball. Par exemple, moi-même, c'est clairement pas mon arc préféré du manga, mais il a le mérite de faire une belle conclusion à l'œuvre de Toriyama. Donc pour moi, Dragon Ball, ça parle de déterminisme, de valeurs familiales, du surpassement de soi-même, de sa propre condition, que ça soit mentale ou physique, dans un cadre d'un récit complètement fantastique, presque super-héroïque par moments, mais avec la sagesse japonaise. Et je pense, c'est pour ça que Dragon Ball, ça reste un manga très intemporel et qui parle à toutes les générations. Si ce que j'ai dit vous a plu, je vous invite à laisser un like, un commentaire sous la vidéo, j'aurai grand plaisir à vous lire, échanger avec vous, parler. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre les futurs contenus. C'était Draven, je vous dis portez-vous bien, salut!